Première séance, qu'est-ce que vous avez retenu de cette première séance, à part la théorie sur laquelle on est passé un peu rapidement? Qu'est-ce que vous avez retenu, Alice et Sabrina, de cette première séance? Que les mains, que le boulier était le prolongement des mains. Voilà. Et vous avez retenu que le cerveau, notre cerveau, a devant lui les mains et les doigts depuis plusieurs millions d'années, et le cerveau, il est un peu feignant, et donc notre cerveau a trouvé une technique pour construire les quantités jusqu'à 10 en utilisant que... Qu'est-ce qu'on utilise comme quantité jusqu'à 10? 3. On utilise les quantités jusqu'à 3. Et avec les quantités jusqu'à 3, eh bien, comme on l'a vu l'autre jour, on peut construire au boulier tous les nombres en utilisant que les quantités jusqu'à 3. Et pourquoi on ne peut utiliser les quantités que les quantités jusqu'à 3? On va le voir maintenant. Pourquoi on ne peut utiliser que les quantités jusqu'à 3? Quelle est cette contrainte qui nous oblige à n'utiliser que les quantités jusqu'à 3? Parce que ça nous permet de... Enfin, le 3 est déjà photographié. Et oui, voilà, photographier, c'est-à-dire que on n'a que les images jusqu'à 3. On peut discuter 4, on va le voir maintenant, mais effectivement, c'est l'image technique, pardon? Oui, c'est l'image technique des quantités ce sont les images techniques que l'on possède qui nous limitent à ces quantités jusqu'à 3. On a vu que pour 4, c'est un peu compliqué. Donc, voilà, on va passer au tableau pour la construction boulier. Voilà, donc là, peut-être on en est à la séance 02. Voilà, construction, je vais mettre construction du nombre, construction, voilà. Donc, on l'a fait l'autre jour, au boulier, mais effectivement, le boulier, c'est la continuation des doigts des deux mains. Donc, là, alors les enfants, qu'est-ce que je... Les enfants. Donc il y en a. Est-ce que tu reconnais ce nombre au boulier? Ou Clémence, hein? Oui. C'est quoi ce nombre? Oui. C'est 8, hein? D'accord. Et est-ce que 8, est-ce que tu as compté? Est-ce que tu as fait 5, 6, 7, 8? Est-ce que tu as compté? Non. Comment tu fais pour reconnaître 8? Non. Hein? Comment tu as fait? Et ben, avec le 5, et ben, on reconnaît. Eh oui, parce que, en fait, tu as reconnu, c'est comme si je faisais ça au tableau. Est-ce que tu vois mes mains? Une main et 3 doigts. Et on construit le nombre 8 avec, comme avec les chiffres romains, on construit le nombre 8 avec une main et 3 doigts. Et ça suffit pour le reconnaître immédiatement. Il n'y a pas besoin. Alors que si j'écrivais 8 avec le chiffre, eh bien, 8, effectivement, je reconnais 8, mais parce que je l'ai appris à l'école. C'est-à-dire que j'aurais pu écrire, par exemple,
j'aurais pu écrire ce nombre, par exemple, hein, je ne sais pas comment je vais le faire, mais j'aurais pu écrire ce nombre et dire que c'est 8. Là, c'est ce nombre, c'est ce chiffre qui représente 8. Hein. Mais là, je sais exactement que c'est une main et 3 doigts. Et qu'est-ce que je vois en outre avec une main et 3 doigts? Hein, qu'est-ce que je vois en plus? Là, il y a 3 doigts. Et là, c'est quoi ça? C'est 2 doigts. 2 doigts, mais qu'est-ce qu'ils ont de particulier, ces 2 doigts? Ils sont fermés. Ils sont fermés, ils sont désactivés. Au boulier, on dira désactivés. Hein? Là, ceux-là sont activés, ceux-là sont désactivés. Donc, c'était qui parle? C'est Iliana ou Clémence? C'était moi. Et toi, c'est... Je n'ai pas mon tableau là. Toi, c'est... Iliana. Ah, c'est Iliana. Bon, ok. Voilà, donc, jusqu'à 10, tout va bien. Hein? Et maintenant, qu'est-ce qu'on a dit l'autre jour? L'autre jour, on a dit que ça, c'est quel nombre? C'est quel nombre là? C'est quel nombre qui est affiché là au tableau? 4. Oui, 4 chez les unités. Et chez les dizaines? 2. 2, c'est-à-dire ça fait... 24. Et oui, parce que avec les doigts, on ne peut aller que jusqu'à... Combien on peut représenter avec les doigts? 3. Non, combien on peut représenter? Quel nombre on peut... Jusqu'à quel nombre on peut représenter avec les doigts? 10. Jusqu'à 10. Hein? Et 10, comment c'est représenté 10? Est-ce que tout le monde voit bien que ça c'est 10? Hein? Donc, une quinaire et 5 unaires. Hein? Une quinaire, c'est une main, et 5 unaires, c'est 5 doigts. Tout le monde voit bien 10? Mais 10, c'est aussi 2 mains. D'accord? C'est 2 mains, 2 quinaires. Et après, alors, c'est ça qui est important. Qu'est-ce qu'on fait quand on a 2 mains? Avec le boulier. Quand on a 2 mains, qu'est-ce qu'on fait? Clémence, qu'est-ce qu'on fait quand on a 2 mains? Pour aller plus loin. Ça fait... Qu'est-ce qu'on va faire avec ces 2 mains? Hein? Je vous ai expliqué l'autre jour qu'on peut donner ces 2 mains à un copain ou à une copine. D'accord? Et après, ça libère comme ça vos 2 mains pour aller plus loin. Avec votre copine, vous pouvez aller plus loin que 10. Hein? C'est-à-dire, si vous donnez vos 2 mains à une copine, vous savez que cette copine, elle a 2 mains et donc 10 doigts. Hein? En la regardant, vous n'avez pas besoin de savoir, vous savez qu'elle a 2 mains de 10 doigts. Donc, la copine, elle va représenter une dizaine. Et si vous avez 2 copines, ou 3 copines, ça fait combien de dizaines de doigts? Hein? Ça fait de dizaines, hein? C'est-à-dire on peut dire 30, hein, mais ça fait 3 dizaines. D'accord? Et maintenant, vos doigts sont libres pour construire, eh bien, pour aller au-delà des 3 dizaines. Hein? Si vous avez 3 copines, et puis que vous affichez, et si vous affichez 7 doigts, hein, 5 doigts et 2 doigts, ça fait combien ce nombre avec les 3 copines? Clémence, je ne sais pas si je t'ai entendu. Clémence. 7.
Combien? 37. Ouais, les grands frères, heureusement qu'ils sont là. Hein. Est-ce que tu as compris, Clémence, l'affichage, est-ce que tu as compris cette représentation au boulier? Moi, je reverrai avec elle, je pense que c'est encore un peu... C'est encore un peu flou. Quel âge elle a, Clémence? Elle a eu 6 ans là. Ah ouais, bah d'accord, ma pauvre. Ah ouais, non, c'est là, il faut absolument... faut voir ce passage à la dizaine, elle l'a pas vu. Elle le voit de façon théorique, en grande section, mais elle ne peut pas, effectivement. Hein. Donc, Clémence, la représentation au boulier, voilà, essayez de la travailler cette semaine, c'est la continuation des doigts. Sinon, pour Iliana, qui... Mais Clémence, tu peux arrêter. Voilà, donc pour Iliana, ça ne présente pas trop de difficultés de voir le nombre inscrit au boulier. Hein. Donc, je t'interroge plutôt toi, Iliana. Hein. Donc, est-ce que jusqu'à 100, ça pose pas de problème? Tu es en CP, Iliana? Tu es en CP? Non, en CE2. Ah oui, oh là là, c'est Non, en vrai. CE2. Ah ouais, donc, bon, c'est normal. Hein. Alors, donc tu peux me répondre très facilement et même aller au-delà. Hein. C'est-à-dire, quel est le nombre que j'ai inscrit au boulier? Il y en a. Quel est le nombre que j'ai inscrit au boulier? Là, c'est des grands nombres. Hein. Mais je vous ai peut-être dit, les enfants, une fois qu'ils ont compris le système, et ils demandent toujours monsieur, ou madame, est-ce que je peux écrire des grands nombres? Et le jeu, c'est d'écrire des nombres avec des millions. Une fois qu'ils ont compris le système, ils utilisent le boulier pour nommer des grands nombres. Alors, Iliana, quel est ce nombre? Hein? On peut décomposer, hein? Tu as combien d'unités? Tu as combien d'unités, Iliana? Ton micro est branché? Non? Ah, mais elle a disparu, Iliana. Elle a disparu. Bon, ben, peut-être un problème technique. Peut-être un problème technique. Bon, donc, alors, pour Alice, bon, vous comprenez, surtout vous qui avez l'habitude du soroban, vous comprenez que le nombre affiché au suentant, par rapport au soroban, surtout pour les petits, c'est moins compliqué d'afficher, mais on va rester comme il n'y a plus que Clémence, c'est quand même plus facile de faire le lien entre l'affichage au tableau et l'affichage avec les doigts. Je crois qu'on en avait parlé. Bon, une fois que les enfants sont grands, effectivement, qu'on ait un affichage au soroban, eh bien, on sait que les compléments à 5, eh bien, ces compléments à 5, c'est 2, mais le 2 ne s'affiche pas sur le soroban. D'accord? Bon, comme en attendant Iliana, peut-être... Iliana est là? Oui. Oui, on est revenu. Ah, vous êtes On a eu un revenu. petit problème informatique. Bon, alors, donc, je vais quand même, on va, pour Iliana, comme Clémence, elle débute, hein, on va se mettre au niveau d'Iliana. Alors, je te demandais quel était ce nombre, Iliana. C'est pas celui-là, mais c'en est un autre. Comment? Alors, tu peux décomposer les unités, les dizaines, les centaines.
mais c'est vrai que on commence par nommer les grands nombres. Hein. Donc, pour lire, tu lis comme ça. Et quand on fait le calcul, hein, on verra que pour l'addition, on débute par les unités. Hein. Là, on va lire à partir des grands nombres, comme tu as l'habitude. Hein, je vais inscrire le nombre au tableau, donc dès que tu m'auras donné ce nombre. Quel est ce nombre? 628. 628. Voilà, tu es d'accord? 628. Donc on lit dans le même sens que ce qui est écrit au tableau. On dit inscrit au boulier et on dit écrit au tableau. Donc tu lis le 6, tu lis le 2, tu lis le 8 et effectivement la troisième colonne, on peut se repérer. Hein. Comment tu fais pour te repérer les dizaines, les centaines, Iliana? Pour savoir que ça c'est les centaines, comment tu fais? Parce que... Comment tu démarres où? C'est le troisième. Hein, parce que c'est pas écrit la centaine. À l'école, on t'écrit C, D, U, voilà, pour dire que ça c'est les centaines, ça c'est les dizaines et ça c'est les unités. Là, c'est pas écrit. Alors comment tu fais pour trouver que ça c'est la colonne des centaines? Parce que c'est les troisièmes. Voilà, où tu commences aux unités, dizaines, centaines. Hein. Première lecture, tu regardes à partir des unités. Hein. Donc, je ne vous ai pas expliqué, mais malheureusement, dans les anciennes cultures, en Chine, on lisait, pas en Mésopotamie, hein, mais en Chine, dans la vallée de l'Inde, on lisait, on écrivait et on lisait les nombres à partir des unités. Hein, c'est d'ailleurs resté comme ça en arabe et même en allemand d'ailleurs. On lit à partir des unités. Hein, Drei und Pfirsich par exemple, hein, ou là, Art, voilà, il fallait aller jusqu'à 100, mais jusqu'à 100, donc on lit à partir de la droite. Et le changement de sens, hein, on commence à lire des grands nombres, c'est Fibonacci qui a traduit les textes arabes au XIIe siècle ou au XIIIe, et lui, pour retrouver le sens de l'écriture latine, donc on a pris l'habitude de lire, enfin pas on a pris l'habitude, mais la norme c'est de lire les grands nombres d'abord. Hein, 628 et non pas 8, 2, 6. Voilà. Alors, pour ce qui est de la lecture, donc eh ben, vous regarderez ça avec Clémence, hein, on ne va pas insister, il y en a donc a bien compris le système. Oui, peut-être quand même une remarque justement à partir, alors sur votre livre, vous trouvez ça à la page 17 ou 18 de mémoire peut-être, oui, à la page 17. Hein, si vous allez sur votre livre à la page 17, on fait le parallèle, vous devez le voir là, on fait le parallèle entre la représentation avec les doigts, la représentation avec les chiffres romains, avec la réserve suivante pour les chiffres romains, c'est que maintenant, ça c'était plutôt l'écriture étrusque, hein, l'écriture étrusque représentée. Et d'ailleurs, en chinois, c'est la même évolution. Hein, je vais le noter au tableau. Voilà, l'écriture pour 4, hein, les chiffres romains, je vais vous inscrire les chiffres romains au-dessus. 1, 2, 3, 4, 5 c'est une main, 6, etc.
chez les Étrusques, on écrivait 4 avec 4 barres. Et cette écriture a évolué vers l'écriture que vous connaissez, donc qui est l'écart entre une main et un doigt replié. Donc ça c'est le doigt replié, ça c'est le chiffre romain. Eh bien, en chinois, c'est exactement, il y a eu la même évolution. Donc, où ça c'est le chiffre 1, qui est écrit comme ça en chinois, ça c'est le chiffre 2, ça c'est le chiffre 3. Et dans la première écriture chinoise, il y avait aussi écrit le chiffre 4 avec 4 barres. En fait, cette écriture a évolué vers le symbole chinois actuel, mais qui n'a pas de lien avec la quantité. Donc, aujourd'hui, les chiffres chinois s'écrivent 1, 2 et 3, de la même façon que les Romains, et ça a été 2 évolutions qui ont eu lieu donc à peu près en même temps. Donc, vous retrouvez en page 17 vous retrouvez le parallèle entre les chiffres romains, les chiffres arabes, et la technique des baguettes chinoises qui existait avant le boulier. Avant le XIIe siècle en Chine, il y avait une technique de baguette. Et cette technique, elle était très simple. C'était un damier, mais à l'origine, c'était peut-être même un damier qui était dessiné sur le sable, hein, comme les premiers abaques grecs, eh ben, c'était une table de poussière, hein. On mettait de la poussière sur une table et puis on dessinait avec le doigt. Donc, le damier chinois, eh bien, recevait, après il y a eu des instruments en forme de table, hein, avec 3 emplacements, eh bien, les Chinois utilisaient un système de baguettes, hein, qui est expliqué donc page 17, où on disposait des baguettes, par exemple, voilà, 3 baguettes verticales, ça voulait dire 3, si on mettait une baguette horizontale, ça voulait dire 8. Donc c'était un peu le même système que les chiffres romains, mais l'évolution qu'a permis cette représentation des chiffres dans des cellules d'un damier, c'est que on pouvait disposer dans la deuxième case d'autres baguettes, et c'est comme ça que le système décimal est arrivé. Une fois qu'on avait représenté un certain nombre de baguettes, jusqu'à 9 par exemple, ici, eh bien, on passait à une représentation sous la forme de baguettes. Alors, on changeait le sens. Hein. Puis, là, les baguettes unitaires étaient verticales, et là, les baguettes unitaires, elles étaient horizontales. On changeait le sens pour ne pas mélanger, pour savoir qu'on était bien dans les dizaines. Donc, le système décimal positionnel, eh bien, il vient de ce système de baguettes que le Boulier a repris. Hein, c'est-à-dire unité, dizaine, centaine, comme il y avait unité, dizaine, centaine dans le système de baguettes. Donc, le Boulier, il a été influencé par plusieurs civilisations, dont la civilisation chinoise, bien évidemment, où on représentait les nombres avec des baguettes. Voilà, vous retrouverez ça dans votre livre, mais vous pouvez aussi retrouver toutes ces précisions aussi dans le support de cours. Hein, le support de cours, la numération, ça doit être le livret 2, et donc vous retrouvez ça dans le support de cours. Donc le nombre, on a compris que c'est la continuation des doigts de la main, mais vous savez qu'avec les mains, on a représenté le 0 avec 2 points fermés. Pourquoi? Eh bien parce que, comme ça nous permet, à partir de 3, de bien voir que le complément à 5,
c'est 2, hein, et ça on le voit avec les mains, mais le complément à 10, avec le point fermé de l'autre côté, eh bien le complément à 10 c'est 5 et 2. Hein, 5 et 2, 7. Donc on voit trois choses avec la représentation avec les doigts. On voit le nombre, le complément à 5 et le complément à 10. Et quand on a les deux points fermés, eh bien, les deux points fermés, c'est le 0. Il n'y a pas de doigt levé. C'est l'absence, c'est le vide. Donc, au niveau du boulier, eh bien, c'est la même chose. Quand il n'y a pas de perles activées, eh bien, c'est le 0. Hein, si on écrit, si on écrit le nombre, ce nombre-là, c'est quoi ce nombre-là, par exemple? Ce nombre-là, il y en a. Ce nombre, c'est quoi, il y en a? Ton micro est... 40. C'est 40, hein? Tu vois, ça, c'est combien? C'est le chiffre, donc c'est effectivement 40. Et là, tu comptes les dizaines, 4 dizaines, et là, il n'y a pas d'unité activée. Donc, c'est le vide, c'est l'absence, c'est le 0. Le 0, c'est le vide. Et la représentation, donc, avec les chiffres arabo-indiens, eh bien, voilà, le 0, c'est un symbole qui, à l'origine, représentait le vide dans différentes écritures, dans l'écriture mésopotamienne aussi. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut voir? Alors, très rapidement, le nombre. Là, vous voyez que la représentation au boulier, c'est une représentation qui est concrète. Hein, on a des perles, on a des doigts, quand on représente le nombre. Alors, est-ce que j'ai... Là, je vais voir l'enregistrement. Voilà. Est-ce que, quand on représente le nombre sur une règle, Iliana, est-ce que tu sais te servir d'une règle? Oui. Tu sais te servir d'une règle? Oui. Ouais. Eh bien, tu sais que c'est un instrument qui est très compliqué, la règle. Qu'est-ce qu'on lit sur une règle? Ouais, je vais la dessiner. Hein. Alors, tac, je vais la dessiner. Voilà. Ça doit être chez Iliana, peut-être. Coupez le micro quand vous l'activez seulement quand vous parlez. Hein. Voilà, ou peut-être chez David même. Hein. David, ouais, coupez le micro parce que quelquefois quand on manipule les feuilles de papier, ça fait un bruit infernal avec le microphone. Donc, une règle. Est-ce que tu reconnais une règle, Iliana, ici? Est-ce que tu reconnais une règle? Ouais, je ne sais pas si j'en ai ici de disponible. Hein, tu reconnais. Oui. Mais en fait, les nombres qui sont inscrits là, hein, c'est quelque chose qui est très compliqué. Parce que on ne prend pas le temps à l'école de bien expliquer ce que c'est une règle. Mais c'est pas très simple. Hein. Là, je vais aller rapidement, hein, c'est plutôt pour les parents, mais pour bien expliquer que les mots ont un sens précis et qu'il ne faut pas prendre les mots à la place un mot à la place d'un autre. Eh bien, ici, qu'est-ce qui est écrit là? Comment tu appelles ça, Iliana? Comment tu appelles là ce qui était inscrit là? C'est quoi? C'est des... C'est quoi qui est écrit là? 4, c'est quoi? C'est 1?
C'est quoi d'après toi 4? Comment tu appelles ça? C'est 4, bien sûr. Mais tu appelles... Centimètres? C'est... Oui, mais alors justement, c'est-à-dire que toi, tu en es déjà là. Hein? Alors pour les parents, on appelle ça des implicites. C'est-à-dire que toi, tu lis et tout de suite, tu penses que c'est des centimètres. Mais en fait, pour parler de centimètres, il y a d'autres étapes avant. Hein? Donc, encore une fois, pour les parents. Donc, le 3, par exemple, ou le 4, d'accord, ce sont des centimètres, mais si j'écris un 3 ici, ça n'a rien à voir avec les centimètres. C'est quoi ce 3-là? Tu appelles ça comment? Hein? C'est un chiffre, tu es d'accord? Hein? C'est un... voilà, c'est un chiffre. D'accord? Donc, en fait, sur une règle, eh bien, il y a des chiffres qui sont indiqués. Mais ces chiffres, ils correspondent à quoi? Hein, c'est comme les doigts, d'ailleurs. Hein. Quand on compte comme ça, en fait, ces chiffres correspondent à un numéro. Hein? Ça, c'est un numéro. En fait, ça veut dire première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième. C'est un numéro. C'est un numéro qui correspond... Comment ça s'appelle, Iliana, ces petits traits qu'il y a sur une règle? Voilà. Ça s'appelle... C'est un numéro de graduation. Hein? C'est un numéro de graduation. Hein? C'est la première graduation. La deuxième, la troisième, la quatrième. Mais ce numéro, il correspond à quoi? Mais bien sûr, on n'explique pas ça à l'école. Hein? Ce numéro, donc cette troisième graduation, si je te demande, quand tu utilises une règle, tu vas me dire quoi? Ça fait 3 quoi? Ouais, ça fait 3 cm. Hein? Donc, ça fait 3 cm. En fait, on fait correspondre à cette troisième graduation, on fait correspondre une distance. Hein? Bon, là, c'est on fait correspondre une distance et on fait correspondre la mesure de cette distance, on va dire que c'est un nombre. Voilà. Et ensuite, eh bien, on définit ce qu'on appelle une unité, et puis on dit qu'on utilise cette règle pour mesurer en centimètres. Hein. On va dire que ça, c'est 1 centimètre. Donc, vous voyez, simplement pour vous dire, alors ça, c'est une mesure, hein, c'est ce qu'on appelle une mesure, mais tous ces mots ont un sens différent. Hein. Chiffre, numéro, nombre, mesure. Donc, autant que faire se peut, il faut utiliser les bons mots pour désigner. Donc, il y en a, ça, tu peux quand j'écris ça, on a dit que c'était, comment on a appelé ça? Oui, c'est un 3, mais on a dit que c'était un chiffre. Hein? Un chiffre, c'est quoi? Un chiffre, c'est un symbole. Hein? C'est quelque chose qui représente. Donc ça, c'est un chiffre. Par contre, quand j'écris ce nombre-là, voilà, j'ai dit la réponse. Quand on écrit, on utilise plusieurs chiffres, ça c'est un nombre. Hein. Ça c'est un symbole, ça c'est un nombre. Donc il faut bien faire la différence entre chiffre et nombre. Hein. Chiffre et nombre. Alors, les numéros, bien sûr, quand on apprend à compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, c'était une erreur de l'éducation nationale qui a pénalisé les enfants pendant 30 ans. Hein, quand on apprend à compter, en fait, on apprend la numérotation. On apprend à compter avec des numéros. Premier, deuxième, troisième, quatrième. Et il faut bien faire la distinction entre un numéro et un nombre. Ça, c'est la troisième graduation qui correspond à la mesure au nombre 3.
Il faut bien faire cette différence. Troisième graduation qui correspond au nombre 3. 1, 2, 3. La distance, c'est 3. Le numéro, c'est troisième graduation, mais la distance, c'est 3. Est-ce que tu comprends la petite différence entre les deux, Iliana? Entre le nombre de graduations, tu vois, hein, c'est, quand tu comptes les graduations, tu en obtiens 3. Hein, mais 3, c'est le numéro, c'est la même chose, le chiffre qui est au-dessus, c'est le numéro, c'est la graduation numéro 3, la graduation numéro 4. Mais la graduation numéro 3, elle correspond à la longueur qui se mesure avec le nombre 3. Hein. Voilà. Bon, c'est une petite chose, mais c'est important de bien faire la différence, surtout entre chiffre et nombre. Hein. Un nombre est écrit avec plusieurs chiffres. Voilà. Bien, donc peut-être on peut... bon, on a commencé tout à l'heure pour interroger un peu Iliana. Tu as ton boulier, Iliana? Oui. Oui. Donc peut-être avant de prendre la table d'addition, la prochaine fois on va voir la table d'addition, et il faudrait comprendre ce que c'est l'addition. Hein, peut-être ça correspond à quoi l'addition? Ça correspond à quoi l'addition? Quand on parle d'addition, pour toi, Iliana, c'est quoi l'addition? C'est pour compter? Oui, c'est pour compter. Hein? C'est pour compter. Souvent, on te dit que ça, c'est le symbole de l'addition, et puis on te dit que ça, c'est l'addition. C'est pas si simple que ça. Hein? L'addition, eh bien, on peut peut-être le définir un petit peu comme ça, et puis je vais vous parler des tableaux ensuite, on partagera les tableaux. Donc, l'addition, prenons par exemple des jetons. Des jetons, nombre de jetons. Nombre de jetons. Combien il y a de jetons, Iliana, là? Combien il y a de jetons? Ça va être compliqué, hein? Tu vas essayer de les compter. Ça va être très compliqué. Alors, il y a une technique qui permet tu vois, s'il y a des jetons partout, comme ça, c'est compliqué, hein? Tu ne sais pas si tu les as déjà comptés, hein? Ça va être vraiment compliqué. Donc, il y a une technique qui permet de regrouper les jetons, de rapprocher tous ces jetons. Voilà. De rapprocher tous ces jetons, et peut-être qu'il ne faut pas que j'exagère. Il y a combien de jetons dans la première case? Il y en a 7. Très bien, tu as vu, tu as compté très rapidement. Et là, il y a combien de jetons? Alors, je sais pas. Oh, si, tu dois y arriver. Tu dois y arriver. Donc là, tu me dis 7, hein? Oui. Voilà. Et là? 8. Voilà, il y en a 8, effectivement. Et donc, 7 jetons ici, 8 là. Maintenant, on va pouvoir
on les a rapprochés, donc 7 ici, 8 là, ils étaient en désordre, on les a rapprochés, et on va les regrouper dans la dernière case. On les regroupe, et là, il faudrait faire la même chose. Soit on les groupe de façon ordonnée, hein, et puis ça permet de compter, hein, mais c'est long, bien sûr. Soit on invente ce qu'on appelle l'addition, c'est-à-dire qu'on a noté, l'addition, on a noté les nombres, les quantités dans la première cellule, les quantités dans la deuxième cellule, et on va inventer une opération qui consiste à regrouper tous les jetons dans la dernière cellule et à les compter, à les dénombrer. Hein, on les compte, ou bien on invente une opération, et c'est ce qu'on verra donc la prochaine fois, on invente une opération qui est l'addition. Ça, c'est l'addition comme on l'apprend à l'école, mais la véritable addition, c'est ce tableau. L'addition, c'est le rapprochement, donc dans le tableau partie-partie-tout. Ce tableau, on l'appelle partie-partie-tout. Voilà. Et le rapprochement dans ce tableau permet le regroupement dans le tout, et ça permet de compter, hein, de compter les jetons quand il y en a un grand nombre. Donc, deux façons de faire, soit on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. et on trouve effectivement 15, soit on va inventer ce que l'on appelle une addition, et on va apprendre par cœur les premières additions, donc dans ce qu'on appelle la table d'addition. Alors, j'ai dû vous envoyer, hein, vous confirmerez, Alice et Sabrina, est-ce que vous avez bien reçu les tableaux, un groupe de tableaux? Oui. Voilà. Ici, Alice, j'ai bien reçu. Alors, bon, si vous voulez, on va partager ces tableaux pour terminer, pour que vous compreniez comment on les utilisait. Est-ce que tout le monde est à l'aise avec le tableur, Sabrina? Oui, c'est bon. C'est bon, les tableurs? Et Alice? C'est bon. Moi aussi. Les tableurs, c'est bon? Oui. Ok, donc on va partager pour apprendre les tables d'addition. Comment on apprend les tables d'addition à l'école? Il y en a, comment tu as appris les tables d'addition? Si je te dis 7 et 8, tu aurais trouvé 15? Bah, pas trop, non. Pas trop, hein. Pourtant, c'est dommage, hein. En CE2, c'est ça? Il faut absolument connaître les tables par cœur, parce que c'est toute la base du calcul mental. Hein. Alors, c'est là qu'on va voir l'intérêt du boulier. Donc, je vais partager un écran. Je vais régler ma caméra sur l'écran. Voilà. Donc, on va partager cet écran et on va voir l'intérêt du boulier pour construire la base, si vous voulez, du calcul mental, hein, c'est-à-dire les tables d'addition. Voilà, donc partager, tac, tac. Table d'addition, table d'addition. Voilà, est-ce que vous voyez apparaître le tableau?
Normalement, vous devez avoir le tableau. D'accord? Oui. Parfait. Alors, justement, si je t'interroge, Eliana, 9 et 6, ça fait combien 9 et 6? Ça fait 15. Oui, comment tu fais pour trouver 15? Bah, faut compter. Avec tes doigts ou comment tu fais? Tu fais 9, comment tu dis pour aller jusqu'à 15? Bah, par exemple, Oui, tu fais 9 et tu comptes avec tes doigts. je fais 9 et je compte avec mes doigts. Ouais. Est-ce que c'est une bonne technique est-ce que c'est une bonne technique de compter avec ses doigts, Sabrina? Non. Non, parce que bah, là, quand c'est 2 ou 3 chiffres après, voilà, mais non, faudrait qu'elle apprenne un peu plus, enfin qu'elle ait plus de mémotechnique en fait pour pouvoir être plus rapide. Voilà, mais ça va au-delà de la mnémotechnique. Ce qu'on appelle la mnémotechnique, c'est l'apprentissage par cœur en s'appuyant sur une image associée. Mais ce n'est pas l'image technique. Par exemple, qu'est-ce qu'on a vu là? 9 et 6, 15. Il faut qu'il y ait la bonne construction. On parle d'image technique. Alors ça, c'est ce qu'on a vu la dernière fois. Hein, ça, c'est le leg de Vygotsky, hein, qui est très important. Une image technique, c'est la vraie image. Hein. Par exemple, si je vous interroge vilebrequin, est-ce que Alice, vous savez ce que c'est un vilebrequin? Mais là, je fais exprès, hein, parce que vous êtes des dames, je fais exprès de vous embêter avec des mots. Hein. Habituellement, David, vous savez ce que c'est un vilebrequin? Je Oui. sais plus, mais... David? Moi, je ne sais pas. C'est... Idem, je sais pas. C'est pas un mot que j'utilise régulièrement, donc... Voilà, bon, alors, bon les dames non plus ne savent pas habituellement. Le vilebrequin, c'est une pièce mécanique qui transforme un mouvement de rotation, non, un mouvement linéaire en mouvement de rotation. Et ben, c'est ce qui est dans un moteur de voiture. C'est la pièce qui semble un peu compliquée, qui transforme un mouvement de rotation en un mouvement linéaire, un mouvement de rotation. C'est-à-dire que vous avez l'explosion dans le moteur qui pousse le piston, et le piston, par le biais de cette mécanique, il transforme un mouvement de rotation qui est communiqué aux roues. Quand vous faites du vélo, les pédales, c'est pas autre chose qu'un vilebrequin. Vous poussez sur les pédales et vous transmettez par le biais du pédalier donc ce mouvement qui est plus ou moins linéaire de la pédale à la rotation de la roue. Donc ça, c'est un vilebrequin. Mais vous voyez bien que vous connaissez le mot. Vous connaissez le mot, mais vous n'avez pas l'image technique. Et donc, on ne peut prendre conscience de la définition d'un mot que quand on a l'image technique. Et vous connaissez vilebrequin, vous savez l'écrire, mais vous n'avez pas... Est-ce que Sabrina et Alice sont d'accord avec moi? Oui. Hein? Et donc, tant qu'on n'a pas... Bon, maintenant, vous aurez l'image du pédalier. Et quand on vous parlera de vilebrequin, vous saurez exactement qu'est-ce que ça veut dire. Parce que vous avez l'image du pédalier. Et ça, vous n'allez plus jamais l'oublier. On est d'accord? Hein? Vilebrequin, ça fera l'image du pédalier. Donc, en fait, une image mnémotechnique, c'est pas une image technique. Hein? C'est une image pour aider à mémoriser. C'est par exemple une image mnémotechnique. Vous savez, les tables de multiplication, quelquefois, on met des images à table de 9 pour essayer de s'en souvenir. En fait, c'est pas ça du tout qu'il faut obtenir. Et la table d'addition, ça va être une image technique qui va permettre la mémorisation
la mémorisation de résultats. Et cette image, ces images techniques vont être données par le boulier. Je m'explique. Donc, 9 et 6, il faut normalement se souvenir que c'est 15. Mais 9 et 6, quand vous allez calculer au boulier, vous voyez, il y a deux onglets. Hein. Il y a un onglet boulier. Hein, et on va trouver 9 et 6. Vous voyez, 9 et 6. Voilà. Hein, juste avant de se quitter, mais vous pouvez le faire avec votre boulier. Hein, c'est bien simple. 9 et 6, donc avec le boulier, l'enfant va noter 9 et 6, 15. Hein, parce que vous allez le faire au boulier. D'accord? Mais au boulier, en fait, vous n'allez pas trouver 15 d'un coup. Qu'est-ce que vous allez faire? Et c'est là que c'est important, Alice, avec le... ça, on ne le voit pas avec le soroban, donc c'est particulièrement important pour les petits. Hein. Quand vous allez faire 9 et 6, vous voyez où je suis, 9 et 6? Qu'est-ce que vous allez faire au boulier, hein, si vous avez votre boulier sous la main? Vous faites 9, vous voulez ajouter 6. Qu'est-ce que vous allez faire, Sandra, pardon, Sabrina? Je vais déjà mettre 10 et après... Ah oui, mais attendez, comment vous faites? Vous avez 9 affichés. Donc, pour ajouter 6, vous commencez par ajouter quoi? 1. 1. D'accord. Vous ajoutez 1, qu'est-ce que vous faites ensuite? Ah, Liliana, elle peut le faire, hein. 9. Qu'est-ce que vous faites ensuite? Vous avez ajouté 1, vous devez ajouter 6. Bah ensuite, le 1 que j'ai retiré du 6, je le soustrais, donc ça fait 5. Alors, non, vous ne faites pas la soustraction. Vous faites les 4 perles. Hein, je vais peut-être repasser rapidement au boulier. Hein, vous avez mémorisé, donc, je le referai au tableau. Vous avez 3 documents, feuilles de calcul. Vous en avez une première qui note la table d'addition, hein, 9 et 6, voilà, qui vous donne le résultat. Et vous allez utiliser cette table pour évaluer l'enfant. Hein. Première colonne, positionnement. Deuxième colonne, évaluation, numéro 1. Évaluation, numéro 2. Mais bien évidemment, par exemple pour Iliana, parlons pas pour Clémence, mais pour Iliana, il faut d'abord faire le positionnement et mesurer combien, je vous apprendrai à l'utiliser, mesurer ici, en pourcentage, combien elle a de résultats justes. Le positionnement, a priori, elle va en avoir 50%, Iliana. Hein. Tu ne les connais pas toutes, tes tables. Hein. Donc, tu vas en avoir 50%. Et l'objectif, c'est au bout de 15 jours, une fois que tu auras utilisé le boulier, c'est au bout de 15 jours d'avoir l'évaluation numéro 1 à 80% de bons résultats et l'évaluation numéro 2 un mois après ou 3 semaines après à 96% de bons résultats. Là, on pourra dire que tu connais tes tables. Là, aujourd'hui, on ne peut pas dire que tu connais tes tables, Liliana, d'addition. Hein? Probablement, tu ne les connais pas toutes. Hein? Donc, voilà. Alors, ça, c'est la feuille de résultat. Ensuite, vous avez la feuille au boulier, c'est-à-dire que vous allez marquer le résultat. On a dit 9 et 6, 15. Donc ici, il faudra marquer 15. Hein, voilà. D'accord. Mais ces tableaux, il faut les imprimer. Hein, parce que ça, c'est le travail de l'enfant. Hein. Il faut tout remplir. Il ne faut pas le remplir au tableur, hein, sur l'écran. Il faut le remplir, il faut l'imprimer et il faut remplir au fur et à mesure où on calcule les résultats au boulier. Vous êtes d'accord? Et ensuite, l'objectif, c'est bien de dire 9 et 6, 15. Vous êtes d'accord? Mais 9 et 6, 15 en calcul mental, soit vous apprenez par cœur et ça ne marche pas, ça marche que par répétition. Hein, il y a deux façons de mémoriser. Soit on utilise la mémoire déclarative, c'est ce qu'on appelle la mémoire par cœur, qui n'est pas fiable du tout.
soit on utilise la mémoire procédurale, qui est une mémoire qui fait appel aux images techniques, et cette mémoire-là, elle est définitive. Et donc, c'est ce qu'on va voir maintenant au tableau, hein, rapidement. Je vais dépasser de 5 minutes, si ça ne vous embête pas. Donc, mémorisez ce tableau où il y a 3 colonnes à remplir, que vous remplirez sur papier, bien sûr, avec les enfants. Donc, on va voir donc les résultats maintenant au boulier. Je vais repasser avec l'écran du tableau. Avec la caméra au tableau ici, voilà. Donc, alors, j'arrête le partage. Voilà, vous devez voir à nouveau le tableau. Vous devez voir le tableau. Oui, Mélodie, là, je ne vous ai pas interrogé pour le vilebrequin. Hein, ça, vous apparaissez pas sur mon écran. Hein, mais vous saviez ce que c'était un vilebrequin, Mélodie? Non, je ne savais pas. Mais comme même David, il ne sait pas. Alors, il n'a pas eu de formation mécanique. Hein. Voilà, donc... voilà, c'est pas évident, vous comprenez la différence entre une image technique, hein, c'est comme la philosophie, hein, je vous ai parlé peut-être dans la première séance, la philosophie, est-ce que vous avez une image technique pour la philosophie? Hein, est-ce que quelqu'un a une image technique pour la philosophie? Non. Hein, pourquoi? Parce que la philosophie, c'est une abstraction, il faut une définition pour préciser ce qu'est la philosophie. On peut dire, la philosophie, c'est la recherche de la vérité, par exemple. Mais vous n'avez pas d'image, à part l'image de Mélenchon, l'image du phi grec. Phi, en fait, c'est un symbole pour représenter la philosophie, mais ça ne dit rien sur la philosophie. Hein, d'accord? Vous faites bien la différence entre une image technique du cheval, ou par exemple, les nombres. Hein. Donc vous voyez le tableau là, hein, vous faites bien la différence entre une image technique, hein, ça j'en ai plus besoin. Faites bien la différence entre une image technique, hein, pour 1, 2, 3, 2, 1, ça c'est une image technique. Hein, vous avez la représentation de... quand vous voyez ça, vous savez que c'est 3. C'est une image technique. Hein. Quand vous avez ça, phi, ça c'est une lettre grecque qui représente la philosophie, mais qui vous dit absolument rien sur la définition de la philosophie. Et donc, la construction, hein, je vous ai cité donc, la mémoire déclarative qui est le par cœur. Hein, vous n'avez pas besoin d'avoir d'image technique derrière ce par cœur, mais le par cœur, ça s'oublie, hein, si vous répétez pas régulièrement. Donc c'est pour ça qu'apprendre la table d'addition 9 et 6, 15, mais sans avoir les images techniques, ça ne peut pas marcher. Donc, la mémoire sur laquelle le boulier va s'appuyer, c'est la mémoire déclarative, et la mémoire déclarative, elle est à vie. Hein, une fois qu'on a compris la construction, eh bien, on ne peut plus l'oublier. C'est comme les théorèmes de Pythagore. J'ai pris l'exemple du vilebrequin pour ne pas vous perturber avec le théorème de Pythagore, mais c'est la même chose. Hein. Le vilebrequin, maintenant que je vous ai parlé du pédalier du vélo, vous savez ce que c'est. Hein. Le vilebrequin, vous voyez ce que ça peut être. Vous appuyez sur les pédales et vous transformez un mouvement de haut en bas en mouvement de rotation pour l'avant. Donc, notre image au boulier. Hein. Au lieu d'apprendre 9 et 6, 15, eh bien, comment on fait, Iliana? 9 et 6. Hein? Comment tu fais pour ajouter 6? Là, on n'a pas vu l'addition. Hein?
Mais comment? Là, je vous ai montré le tableau, rapprochement, regroupement. Donc on va rapprocher les perles qui sont disponibles. Je rapproche cette perle, ici, et ensuite, je fais les échanges. Hein? J'ai rapproché une perle et j'ai fait l'échange. Vous voyez, j'ai fait 9 et 1, qui fait 10, et là, je fais l'échange. Hein? C'est-à-dire que la première, pour obtenir 9 et 6, et dans le deuxième tableau, eh bien, vous notez le résultat au boulier, 9 et 6, 15, mais dans le troisième tableau, 9 et 6, il y a 2 étapes, je ne vais pas écrire égal, il y a 3 cellules. 1, 2, 3, voilà, où on va inscrire quelque chose ici, quelque chose ici, quelque chose ici. Donc ça, c'est la construction mentale. Cette construction mentale, c'est 9 et 1. Et vous êtes bien d'accord qu'il va y avoir des échanges, mais qu'il y a ce passage à 10. Et ce passage à 10, on le voit au boulier. Hein, on le voit. Ça, c'est la retenue quelque part. Hein, c'est le passage à 10. Hein. Et donc, ce passage à 10, c'est la base du calcul mental. Vous allez devoir dire 9 et 1, 10. Et ensuite, j'ai ajouté 1, mais j'ai 6 à ajouter. Hein. Donc, je vais ajouter 5, puisque j'ai déjà ajouté 1. Je vais ajouter 5 et j'obtiens bien mon résultat 15 ici. Mais je l'ai fait en 2 étapes. 9 et 1, 10 et 5, 15. C'est-à-dire que mentalement, eh bien, une fois que j'ai construit au boulier, hein, je reprends la construction au boulier, 9 et 1, 10 et 5, 15. Donc, ces 2 étapes, 9 et 1, 10 et 5 et 15, c'est absolument indispensable pour utiliser la mémoire procédurale. 9 et 1, c'est le complément, hein, on voit le complément. 9, le complément de à 10 de 9, c'est 1. Donc 9 et 1, hop, je passe à 10, et je fais l'échange, je suis à 10, et il me reste 5 à rajouter. Donc ces 2 étapes, 1 plus 5, ça fait 6 forcément, mais c'est toujours les mêmes, passage à 10, le complément, j'ajoute le complément à 10 de 9, et ensuite j'ajoute 5, ce qui me reste à ajouter. Vous voyez que cette construction 9 et 1, 10 et 5, 15, ça c'est une construction procédurale. Vous ne pouvez plus l'oublier, parce que le complément donc de 9 à 10, vous le voyez au boulier. Hein? Donc on sait qu'on doit rajouter 1, 9 et 1, 10, et l'image mentale, ça va être ces images au boulier, hein, qui vont vous permettre de fixer ces images techniques pour construire 9 et 6, 15. D'accord? Alors, est-ce que... Bon, je voudrais pas trop dépasser l'heure. Vous avez compris, la prochaine séance, donc c'est normalement l'addition, hein, mais bon, la numération à part donc pour Clémence, mais sa maman il pourvoira, puisqu'elle est quand même un peu jeune, et donc l'objectif c'est de construire la table d'addition à partir du boulier. Et là, il n'est pas question de mémoire déclarative, de mémoire par cœur. Bien sûr qu'il va falloir dire 9 et 6, 15, mais dans votre cerveau, vous aurez 2 liens qui vont se créer, 9 et 1, 10 et 5, 15. Et ça, c'est le boulier qui vous le donne. Ça, c'est la mémoire procédurale. Cette mémoire, elle est définitive. Une fois que vous avez construit 9 et 1, 10 et 5, 15, vous ne pouvez plus l'oublier. Et on verra notamment pour les tables de multiplication
que très souvent, on est ramené à la construction quand on a oublié. Hein, on a oublié, par exemple, un résultat. L'objectif, c'est bien sûr d'apprendre par cœur, mais en cas d'oubli, eh bien, on peut se récupérer à partir de la construction. Hein, la mémoire procédurale, elle est définitive. D'accord? Voilà, bon, donc, alors voilà, pour Clémence, alors toutes ces petites choses-là pour les sorobanistes, il y a des petites choses nouvelles malgré tout. Alice? Oui? Hein? Donc, Alice? Est-ce qu'il y a ça apporte des choses nouvelles, notamment pour les tables de multiplication. Est-ce que les grands, chez Alice, connaissent leur table absolument par cœur? Je suppose, hein, parce qu'ils sont vraiment grands. Oui? Elle n'est peut-être pas là pour répondre. Clémence, es-tu là? Allô? Oui? Attendez, ah bah oui, je suis en train de parler, mais dans le vide, je crois. Les enfants commencent à connaître leur table, mais pas 7, 8, 9, c'est un peu plus compliqué. Les tables de multiplication? Vous parlez des tables de multiplication. Et, ouais. Oui, et vraiment, si ça serait bien, la construction au boulier est absolument indispensable. Parce que, comme je vous le dis, la construction, la mémoire procédurale, il n'y a pas aucun doute. La mémoire déclarative, c'est 8 jours, 15 jours. D'une année sur l'autre, ils ont oublié s'ils ne se sont pas exercés. La mémoire procédurale, elle est définitive. Je vais juste vous citer un cas. Un papy qui est interrogé par une journaliste dans la rue. Ben, la journaliste, bien sûr, elle prenait des exemples, 7 x 8. Alors les gamins jeunes ou les adolescents ils disaient « Bah oui, vous prenez les plus difficiles. Bien sûr, je connais les tables, mais 7 x 8, vous prenez la plus difficile. » Ah oui, mais quand on connaît ces tables, on les connaît toutes. Et elle interroge un papy. Et elle demande 7 x 8. Et le papy répond 28. Alors la journaliste lui dit « Ah ben non, vous êtes trop... Ah ben oui, 7 x 8, 56. » Qu'est-ce qu'il a fait, le papy? Hein, ça faisait pourtant belle lurette qu'on ne lui avait pas posé la question. Hein. Mais qu'est-ce qu'il a fait, le papy, pour retrouver 56 au bout de 2 ou 3 secondes? J'imagine qu'il a utilisé sa mémoire procédurale, qui lui dit que pour 7 x 8, pour dire 56, lui, sa procédure, c'était quoi? Sa construction. C'était de dire 7 x 4, 28, x 2, 56. Vous comprenez? Hein, au lieu de dire, il n'a pas, pour construire 7 x 8, il s'est appuyé sur 7 x 4, 28, et après il doublait. Mais dans le feu de l'action, il a oublié de doubler. Mais il l'a retrouvé très rapidement. Vous voyez, au bout des décennies, eh bien, il s'en souvenait. Il se souvenait de la construction. Alors que la mémorisation par cœur, vous imaginez bien que ça ne fonctionne pas du tout sur le long terme. Voilà. Donc, c'est ça la différence entre la mémoire procédurale et la mémoire déclarative. Et donc, pour les tables de multiplication, donc, il y a une technique qui est construite à partir du boulier et qui marche immédiatement. Voilà. Immédiatement, qui marche rapidement. Moi, j'ai vu des enfants de 8 ans apprendre leur table de multiplication non week-end, quelques heures. La maman dit « Ah oui, j'ai bien compris ». Et le lundi matin, le gamin, il connaissait ses tables. Je ne sais pas combien de temps elle avait passé, mais peut-être 3 ou 4 heures, maximum. Et le gamin, il partait des tables jusqu'à 5. Il connaissait jusqu'à 5 à peine, et à la fin du week-end, il connaissait toutes ces tables. Voilà. Donc, vous avez des questions particulières, Sabrina ou Alice? Non, pas de questions. Voilà. Voilà. Donc, je vais vous souhaiter un bon week-end. Je vais peut-être garder Mélodie et David 2 minutes après.
Donc, bon week-end. Est-ce que les grands, Alice, est-ce que les grands, la présentation du boulier chinois, bon, c'est quelque chose qu'ils connaissaient peut-être pas? Les grands. Alice, ouais. Ils connaissent pas, mais ils ont compris le principe. Ouais. Bon, après, bon, eux, ils ont l'habitude. C'est comme un adulte. Un adulte, il sait que le complément à 10, c'est 2. Hein? Donc, il n'y a pas besoin de construire par une image technique. Maintenant, nous, on le sait. Hein, et puis, ça ne s'oublie plus. Hein. Donc, l'apport, vous comprenez bien que l'apport à des ados, il n'est pas du tout le même que l'apport à un enfant de 5 ans. Hein. Vous en êtes bien consciente, Alice. Sûr. Oui, bien sûr. Voilà. Ok, ben, je vous abandonne en vous souhaitant un bon week-end. Et à bientôt les enfants. Bon week-end. Bon week-end. Au revoir. Au revoir. Au revoir, merci. Bon. Mélodie. Pour tout savoir sur nos actions, notamment l'organisation d'un concours national de calcul mental, rejoignez-nous sur inumérisme.fr. Et pour tout ce qui concerne les bouliers, sur édition-abacus.com.